Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et encore une fois, en ce mardi après-midi, on va se faire plaisir, on va parler finances. Ben, écoutez, il y en a qui sont contents de regarder leurs finances, ça va bien, tout va bien, mais d'autres, c'est autre chose. Et ce dont on va parler aujourd'hui, premièrement, bonjour Pierre-Paul. Bonjour, Denis. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce que j'allais dire, Pierre-Paul, c'est le dossier de crédit, le fameux dossier de crédit. Là, on arrive dans une période où on a des taux d'intérêt très hauts. Là, faut peut-être certaines personnes vont devoir aller faire face aux banques pour emprunter ou se donner une chance ou renouveler leurs hypothèques, etc., ou encore acheter une maison. Ça prend quand même un dossier de crédit qui te permet d'aller emprunter à quelque part, là. Oui, effectivement. C'est sûr que ce qu'il faut savoir en partant sur le dossier de crédit, c'est qu'il y en a deux agences qui collectent ça. Donc, Equifax et TransUnion, c'est les deux agences qu'il faut se renseigner, qui se renseignent sur le dossier de crédit. Eux, en fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils agrègent des données. Hein. Ils collectent de l'information, ils mettent ça en forme pour les institutions financières. Ils collectent des informations personnelles sur les employeurs, sur nos adresses, sur nos dettes, évidemment, et aussi vont faire des vérifications sur les dossiers publics. Et ça, ultimement, toutes ces vérifications-là, cette collecte de données-là, nous donne une cote de crédit qui est entre 300 et 900. Et plus c'est haut, mieux c'est. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est aussi de décortiquer ça pour les gens. Là. Comment ça marche? Comment je fais pour améliorer ma cote? Comment, tu sais, tous ces éléments-là. Parce que j'imagine que la cote de crédit repose sur des facteurs comme ça fait combien de temps tu es à l'emploi de cet employeur-là ou encore ça fait combien de temps que tu as un revenu qui rentre régulier, là. J'imagine que ce sont des éléments importants pour la cote de crédit, là. C'est en fait, puis c'est un bon. Ce que tu parles là, c'est des éléments qui vont influencer grandement les prêteurs. La cote de crédit, dans le fond, là, c'est comme une recette dans un algorithme. Donc, des fois, il y a des gens qui me posent la question, si je fais telle action, ça va monter ma cote de combien? Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et même les agences de collection, là, des agences de crédit, excusez-moi, qui collectent ça, ne donnent pas la formule. Hein. C'est comme la recette du Coke, là, il s'est gardé très précieusement. C'est caché. Et ils peuvent pas nous donner des explications à 100% précises. Par contre, ce qu'on sait, c'est quel comportement adopter va avoir quel genre d'impact. Exemple, notre historique de paiement va compter pour à peu près 35% de notre cote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on a des retards sur notre paiement de cellulaire, sur nos cartes de crédit, notre marge, nos prêts, etc. Chaque fois qu'on a un retard, de un, ça va apparaître 6 ans dans le dossier de crédit. Et ces retards-là, ça va faire baisser un 35% de la cote. C'est le premier 35%. Okay. Le deuxième partie du dossier de crédit, c'est, dans le fond, l'utilisation qu'on va faire de notre dossier de crédit. Ça compte pour 30%. En fait, ça, c'est quoi? Ça, c'est un élément que j'apprends souvent là, à mes clients dans mon bureau. C'est que si on utilise une trop grosse partie de notre crédit flexible, notre crédit rotatif. Donc là, on parle de marge de crédit, on parle de carte de crédit. Quand on peut monter et descendre dans un crédit facilement, ça, si on utilise plus de 35% de notre limite, ça va nuire à notre dossier de crédit et surtout si on dépasse 50%. Donc l'exemple bien simple de ça, on a une carte de crédit avec une limite de 2000 dessus. Donc, on veut pas une trop grosse limite parce qu'on veut pas impacter notre taux d'endettement qui est complètement une autre donnée. L'enjeu qu'il y a, c'est que si, exemple, on remplit notre carte à 1800$ et qu'on la rembourse à 100%, et on fonctionne toujours comme ça, on vient d'handicaper de façon majeure 30% de notre cote de crédit. Pourquoi? C'est qu'on démontre qu'on a besoin d'un trop gros pourcentage de notre crédit maximum. Donc, les gens ont avantage, dans certains cas, d'augmenter tout simplement leur limite de crédit. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait là, quand j'étais à début vingtaine, quand j'ai appris ça. J'avais une carte de crédit je pense, avec une limite de 3000 et j'arrivais souvent à utiliser 2000, 2500 dessus. Je la repayais au complet. Ma cote ne montait vraiment jamais au-dessus ça se tenait toujours proche de 700. Pourtant, tout était à jour. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma limite. Au lieu d'être à 3000, je l'ai mis à 15 000 et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une cote de crédit qui a monté de pratiquement 125 points en l'espace de quelques mois. Donc, l'utilisation, c'est important. Mais là, c'est à cause c'est un contre-coup, ça. Moi, je me dis, plus on a du crédit, si on est mal discipliné, même si on paye la carte régulièrement, on va avoir tendance à aller le chercher. Si j'ai une marge de crédit de 40 000 sur ma carte de crédit, ce qui n'est pas rare aujourd'hui, soit dit en passant, puis que je commence à manger là-dessus, OK, d'abord, en tout cas, j'ai plus de chances de m'endetter, là. C'est quand même bizarre.
C'est exactement pour cette raison-là que c'est fait de même. Parce que dans le fond, là, si la personne elle a accès à beaucoup de crédit, mais qu'elle l'utilise pas, ça veut dire qu'elle gère bien ses finances. La OK. personne qui a accès à beaucoup de crédit puis qui va systématiquement l'augmenter, ben c'est qu'elle a un problème dans sa gestion personnelle de ses finances. Puis si elle a un accès à quelque chose, elle va le prendre. Donc, c'est vraiment ces comportements-là qu'ils veulent voir. Donc, moi, ce que je donne comme exemple aux gens, c'est que vous devriez évaluer votre limite que vous avez de besoin. Si par mois, c'est exemple 2500, ben faites fois 3 là. 7005, vous devriez avoir une limite de 7005 et jamais utiliser plus que 2005 sur la carte. Et ça, si on n'est pas capable de le gérer, il faut pas aller là. Il faut accepter on garde une limite plus basse et puis Ouais. qu'on n'optimisera pas cette partie-là de notre dossier de crédit. Parce que c'est bien mieux de garder une limite basse puis de ne pas dépasser que de monter sa limite puis d'aller de la côté dans le fond. Là. Donc, il faut se connaître, il faut savoir se gérer, mais on a des conséquences sur comment qu'on se gère. Un autre 15 va être en fait l'historique. Donc, ça, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est quand vous utilisez, vous ouvrez une nouvelle carte de crédit, quand on commence dans la vie ou peu importe, ben on ouvre cette carte de crédit-là et on la garde toute notre vie. Au lieu, si on veut changer parce qu'on a des meilleurs points ailleurs et tout ça, ben on garde cette carte-là, on prend une autre carte et la carte la plus vieille, on veut la garder parce qu'on se garde un historique depuis plus longtemps et ça démontre qu'on est un bon payeur sur une plus longue période. Il y a un 15 qui est là-dessus. Bon. Il y a aussi un 10 qui est le nombre de demandes de crédit. Je n'entrerai pas trop dans le détail là-dedans. Un autre 10 qui est les données publiques. Donc, il y a quand même plusieurs éléments. Fait que les gens qui font leur paiement à jour, qui gardent leur crédit longtemps sans le surutiliser, puis qui gardent en bas de 30 d'utilisation de leur limite sur leur marge ou leur carte, ben, ont une excellente cote de crédit. On devrait viser, là, avoir toujours au-dessus de 700 pour avoir accès à peu près à tout, puis pas être handicapé par la cote de crédit. Mais la cote de crédit est vraiment pas la seule chose que les institutions financières vont regarder. Hein. Ils vont regarder, est-ce qu'on est à salaire ou à pourboire? Est-ce qu'on est un employé à commission? Est-ce qu'on a une stabilité d'emploi, stabilité de résidence? Les gens qui sont très erratiques dans leur vie, habituellement, sont très erratiques dans leurs finances. Donc, si on déménage souvent, on change d'emploi souvent, puis on est employé à pourboire, ben ça, c'est la pire affaire pour avoir un prêt parce que on démontre à l'institution financière qu'on est dans notre vie plutôt instable et l'instabilité financière est très, très hautement corrélée avec l'instabilité de vie en général. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, pas du tout, mais c'est un facteur qui augmente le risque pour les institutions financières, ce qui fait qu'ils vont bien mieux prêter à un salarié qui travaille à la même place depuis 15 ans, peu importe son niveau d'endettement, à condition qu'il ne dépasse pas certains barèmes, plutôt qu'à quelqu'un qui est très instable. L'autre question qui me vient à l'esprit, j'en ai deux, trois, mais celle-là m'intéresse. On m'a toujours dit que d'aller consulter sa carte de crédit risquait de nous handicaper sur la carte de crédit. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, c'est une croyance populaire aussi. En fait, c'est qu'il y a deux types d'interrogations sur le dossier de crédit. Il y en a un type qui impacte le dossier de crédit et l'autre qui n'impacte pas. Et ça, on peut les voir quand on sort notre dossier de crédit, chose que tout le monde devrait faire une fois par année. Là. Sortir Equifax et TransUnion, on s'en va sur leur site, on demande notre dossier de crédit pour voir les transactions, voir s'il y a des choses à faire corriger. Mais quand on fait ça, ces demandes-là qu'on fait nous-mêmes, ça va apparaître, en fait, ça n'apparaîtra même pas, mais ça serait dans la colonne, disons, qu'il n'y a pas d'impact sur le dossier de crédit. Les données qui vont avoir de l'impact pour toucher le dossier de crédit dans le 10 là, du nombre de demandes du dossier de crédit, ce 10 %-là va être impacté si on fait des demandes pour obtenir du crédit ou quand on donne accès à quelqu'un pour faire une recherche sur notre dossier de crédit. Ça, c'est tous des éléments qui peuvent impacter selon certains critères. Encore là, un petit truc pour les gens. Selon Equifax, là, si on condense dans un délai de 2 semaines plusieurs demandes, exemple, on magasine pour un véhicule, on va à différentes places puis on veut faire différentes demandes, bien, si on les condense dans un délai de 2 semaines, normalement, ça devrait compter comme une seule demande. Donc, de condenser ces recherches pendant qu'on est en train de faire des recherches, puis on demande notre dossier de crédit, on sort notre dossier de crédit à plusieurs endroits, bien, ça serait un bon truc pour éviter qu'on ait trop de demandes inscrites à notre dossier de crédit plutôt que de faire ce magasinage-là sur 6 mois, par exemple. OK. Et est-ce que n'importe qui peut aller voir consulter mon dossier de crédit à moi ou ça prend mon autorisation à moi pour y aller? Ça prend l'autorisation de la personne. Nous-mêmes, on peut consulter notre dossier sans problème. Mais si c'est pas nous-mêmes, on veut consulter quelqu'un d'autre, il faut avoir une raison, il faut avoir une autorisation. Et ça, c'est vraiment réglementé. Là. OK. Ça veut dire que moi, j'ai un loyer à louer et j'ai 4-5 personnes qui veulent prendre le loyer. Ça va me prendre leur autorisation à chacune d'elles pour aller consulter leur dossier de crédit. Là. C'est ça, exactement. OK. Là, on parle de dossier de crédit. Il y a des gens qui ont fait des faillites.
ils se ramassent avec une faillite, la faillite est payée, c'est en arrière d'eux autres. Est-ce que c'est vraiment en arrière d'eux autres ou le dossier de crédit les rattrape? Oui, ben le dossier de crédit, c'est effectivement ce qui fait le plus peur quand les gens déposent une faillite ou une proposition de consommateur. Il y a différentes choses qu'il faut nuancer. La première chose, c'est que la majorité de ce qui est pas bon dans notre dossier de crédit, les retards, les faillites et tout ça, ça apparaît 6 ans, OK? Donc, pour la majorité des dettes, après un défaut, ça va apparaître 6 ans après le premier défaut. En cas de retard récurrent, il faut penser que des fois, ça se transfère d'une agence de collection, ils vont remettre des nouveaux retards et c'est là que les codes de crédit se magatent. OK. Une faillite, ça va apparaître 6 ans après la libération. Pierre-Paul, 7 ans total. Oui. la faillite apparaît 6 ans après, mais c'est après la libération. OK, tu as répondu à la question que j'allais te poser. C'est pas au début de la faillite, c'était à la libération. C'est à la libération, parce qu'il y a des faillites qui durent 9 mois, 21 mois, 24 mois, 36 mois ou plus longtemps, dépendamment des cas. Si on l'explique aux gens pour toutes sortes de critères, du nombre de faillites, des revenus et tout ça. Mais c'est à 6 ans après la fin. Puis pour une deuxième faillite, c'est 14 ans après la fin. Et pour une proposition, c'est beaucoup. Oui. Et pour une proposition de consommateur, c'est 3 ans après la fin ou le maximum de 6 ans depuis le début. Donc, tous ces éléments-là de durée, c'est toutes des choses qu'on compare avec les gens. Par contre, le problème, c'est que les gens s'attachent à ça beaucoup trop parce que le temps que ça prend à rebâtir le dossier de crédit, c'est pas ça du tout. Quelqu'un qui vient faire une deuxième faillite et que ça va apparaître 14 ans à son dossier de crédit, typiquement, entre 2 à 4 ans, il va avoir bâti son dossier de crédit de façon à ce qu'il puisse avoir un financement maison, des cartes de crédit sans problème, des financements véhicules au même taux que monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pas parce que ça apparaît un retard ou une faillite ou une proposition que c'est problématique. Ce qui va être problématique, c'est est-ce que les gens sont bien accompagnés dans le cadre de la faillite, dans le cadre de la proposition, pour rebâtir ce dossier de crédit-là rapidement. Et le 2 à 4 ans va dépendre de est-ce que les gens font tout ce qu'on leur dit. Nous, on leur donne de la formation là, pour bâtir leur dossier de crédit. Donc, est-ce qu'ils font tout ce qu'on leur dit? Est-ce qu'ils font les recherches qu'on leur donne? Est-ce qu'ils font leur devoir sur avoir du nouveau crédit puis comment l'utiliser? Est-ce qu'ils ont une stabilité d'emploi? Est-ce qu'ils ont un bon revenu? C'est sûr que quelqu'un qui a fait faillite et que il est sur le chômage et qu'après ça, il tombe sur l'aide sociale, lui, ça va pas prendre 2 ans à rebâtir son dossier de crédit. Ça va être vraiment plus long. Mais la personne qui gagne 3 500, 4 000 clairs, qui a une stabilité d'employeur, stabilité de résidence, cette personne-là, moi, j'en ai présentement, là, ils m'ont confirmé qu'après 1 an, il y avait les mêmes taux que monsieur, madame, tout le monde pour avoir un achat de véhicule. La carte de crédit, ils en ont eu. Même des fois, il y en a qui en ont pendant la faillite. Donc, tout ça, c'est des éléments que faut juste être conscient que c'est très différent d'une personne à l'autre pour le rebâtir. Et souvent, les gens qui viennent me voir des fois et que c'est une grosse préoccupation, on sort la cote est à 535. La faillite n'est pas du tout une préoccupation pour ces gens-là. Là. Ça va juste améliorer leur situation. Donc, ça dépend d'où on part. Quelqu'un qui vient me voir, on a déposé une proposition de consommateur dernièrement. L'individu avait une cote de 880. Ils ont presque parfaite. C'est la cote de crédit. C'est un facteur, mais cette personne-là est absolument pas capable d'emprunter parce qu'elle avait beaucoup trop de dettes. Elle passait plus à nulle part. Elle avait toutes sortes de problèmes autres. Donc, la cote de crédit est pas une fin en soi. Il faut s'en préoccuper parce que c'est un des critères importants pour avoir du crédit. Mais quand on a un taux d'endettement qui est trop haut, de toute façon, on a beau avoir la meilleure cote de crédit du monde, ça sera impossible d'avoir un prêt. Et même chose, si on n'a pas la capacité de rembourser un prêt, ça nous donne rien d'avoir un prêt. Donc, c'est un des critères importants, mais c'est pas la fin de tout. Finalement, ça se passe avec l'institution au niveau du prêt. Oui, puis chaque institution a leurs critères. C'est sûr que là, il y a toute la notion de deuxième chance au crédit. Il faut faire attention aussi avec ça parce que les gens qui ont une mauvaise cote de crédit, qui ne savent pas comment la rebâtir, ils ont tout intérêt à se renseigner là-dessus, à nous parler pour qu'on les aide parce que d'être pogné avec des deuxième chances au crédit, troisième chance au crédit, ça l'augmente évidemment le coût du prêt à cause des intérêts. Ça l'augmente le coût des assurances aussi. C'est quelque chose que les gens ne pensent pas. Et il y a beaucoup de frais de transaction aussi qui sont plus élevés quand on a un financement de deuxième, troisième chance au crédit. C'est toutes des choses. Faut pas juste voir que, le taux d'intérêt, il est à 22 %. C'est déjà très catastrophique dans beaucoup de cas, mais on rajoute des coûts d'assurance, on rajoute des frais de transaction. Fait qu'il faut le plus possible travailler pour améliorer cette cote-là. Et ça peut se faire très bien dans un délai de 2 à 4 ans pour les gens qui ont une stabilité puis qui ont un bon revenu. 2 ans, c'est très réaliste dans ces contextes. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. Le sujet est intéressant. On donne les coordonnées pour vous rejoindre? Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE. Ils peuvent nous écrire au info@lacasseSyndic.com. Aller sur lacasseSyndic.com pour notre site Internet et peuvent nous rejoindre aussi par Facebook, LinkedIn sur Lacasse et Associés.
Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Ce fut une autre fois très instructif. Merci beaucoup, Denis.